La crise mondiale, enclenchée par le krach boursier de Wall Street le 24 octobre 1929, le fameux jeudi noir, est une crise classique par ses origines à chercher dans les contradictions internes du capitalisme, dans l'antagonisme fondamental entre l'appropriation privée des moyens de production et le caractère social de la production. Crise classique encore par son déclenchement, le krach boursier, et sa propagation, effondrement des prix et de la production, débâcle des profits et des valeurs boursières, gonflement des faillites et du chômage. Le grippage de la plus grande puissance économique et financière se répercute de pays en pays et atteint l'Europe en 1931. Crise classique, mais crise d'une gravité exceptionnelle, d'une ampleur inégalée pour laquelle les outils traditionnels de lutte contre les crises sont inopérants. On cherche alors de nouvelles solutions qui seront différentes d'un pays à l'autre. Aux années folles succèdent alors les dépressions et une société ravagée par une crise globale, marasme économique, bouillonnement des mécontentements, montée des dictatures et des périls guerriers, ébranlement des régimes parlementaires, bouleversement des valeurs. Cette crise économique, sociale, politique, idéologique ouvre une époque nouvelle. En France, chômage partiel explose. Des queues interminables se forment devant les soupes populaires. Ouvriers et employés voient leur salaire baisser. Le traitement des fonctionnaires est amputé d'environ 14%. L'exploitation et le flicage sont amplifiés. Dans ce climat dépressif, peu de mouvements sociaux jusqu'en 1933. À la détresse ouvrière s'ajoute le désarroi des couches moyennes et du monde paysan, touchés par les conséquences de la crise. Les petits artisans, petits patrons et commerçants voient le nombre de faillites exploser, d'où rancœur et colère qui seront vite détournés par les sirènes fascistes contre les députés pourris, la finance juive, les métèques. Ils rallient en masse des organisations comme la Ligue des contribuables. Il en est de même dans le monde paysan, où sont créées par exemple les jeunesses paysannes ou chemises vertes, organisation fasciste dont la devise est « croire, obéir, servir ». En 1932, le cartel des gauches gagne les élections législatives, mais la majorité parlementaire est instable. La droite ne tarde pas à se remobiliser sous l'impulsion du patronat. S'amorce alors une mutation profonde de la droite qui conduit d'un nationalisme anti-allemand à l'idée qu'on peut s'inspirer d'Hitler et bientôt composer avec lui. Pour parvenir à leur fin, les milieux d'affaires subventionnent les ligues qui se constituent et agissent sur le modèle des organisations fascistes italiennes ou allemandes. Avec de nombreux soutiens et la complicité bienveillante de la police et de son préfet Chiappe, les ligues tiennent dès lors le haut du pavé. Elles s'attachent à briser tout ce qui s'attaque à la crise sur une base de classe, notamment par des attaques contre des grévistes. Le 6 février 1934, jour de l'investiture du nouveau président du Conseil Daladier, toutes les ligues appellent à manifester pour le nettoyage total contre le gouvernement de Daladier. La manifestation tourne à l'émeute place de la Concorde, 14 morts et 1000 blessés. Daladier capitule après avoir été régulièrement investi et sera remplacé par Doumergue. Après le 6 février, des responsables de l'armée déclarent qu'elle se dispose psychologiquement et sentimentalement à intervenir dans les affaires politiques de la France. Les conditions d'un développement d'un fascisme français sont créées. Devant ce danger fasciste, la classe ouvrière se mobilise. Le 13 février, CGT et CGTU appellent à une journée de grève générale et à 2 manifestations auxquelles appellent aussi et séparément le PCF et la SFIO. Les 2 cortèges parisiens se rejoignent. C'est sans doute le point de départ de la création du Front populaire et, en mai 1936, l'élection d'une majorité de gauche avec la mise en place d'un gouvernement de Front populaire avec la SFIO, le Parti radical et le soutien du Parti communiste. Dans le même temps, les fascistes européens ne restent pas inactifs. Le 18 juillet 1936, en Espagne, avec l'aide d'Hitler et de Mussolini, Franco et les dirigeants de l'armée provoquent une rébellion contre le gouvernement de Front populaire, légitimement élu en février de la même année.
C'est le début de la guerre d'Espagne. Elle va durer 986 jours. Dès le début de la guerre, des clivages apparaissent parmi les forces de gauche françaises. Alors que des accords lient nos deux pays, le gouvernement, suivant les positions de l'Angleterre, décide de ne pas intervenir malgré les appels à l'aide du gouvernement légitime de Madrid. Le Parti communiste et une large majorité de la CGT appellent à soutenir sous toutes les formes les républicains espagnols, estimant notamment qu'une victoire des fascistes ne ferait qu'accentuer les risques de guerre en Europe. Et la solidarité de la classe ouvrière française ne fera pas défaut dans la lutte contre le fascisme, sous l'impulsion notamment de la CGT qui en sera le pilier essentiel. C'est de cette solidarité que traite le livre La CGT et la guerre d'Espagne, au niveau national, mais aussi départemental, les Varoises et Varois ayant répondu massivement présents dans cette bataille contre le fascisme, y compris pour nombre d'entre eux en s'engageant dans les brigades internationales. Nous sommes partis de la crise de 29, nous arrivons à la guerre d'Espagne, à la défaite du Front populaire espagnol, à la victoire des fascistes qui conduira à la Seconde Guerre mondiale quelques années plus tard. Alors il est de coutume de dire que l'histoire ne se répète pas, mais ne lui arrive-t-il pas parfois de bégayer ?